Bon ben, bienvenue à toutes et à tous. Avant de commencer, nous tenons à préciser que nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone non cédé, habité depuis longtemps par différentes nations et qui est encore aujourd'hui un lieu de rencontre entre différents peuples autochtones et allochtones. Et donc, dans le cadre du cycle de conférence Faire cohabiter patrimoine et environnement au musée, eh bien, nous voici déjà rendus à cette troisième et dernière rencontre intitulée Catastrophe environnementale et préservation du patrimoine, un dialogue nécessaire, dédié aux enjeux, aux risques et aux solutions pour permettre au patrimoine de s'adapter aux impacts des événements climatiques. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cette conférence Evan Oxlan, conseiller en patrimoine bâti pour Parc Canada, et Trevor Chiumi, qui est ingénieur en environnement et gestionnaire par intérim de l'équipe des services de développement durable pour Parc Canada. Et puis en présentiel, nous avons Claudine Dehom, qui est donc professeur associé euh, à l'école d'architecture de l'Université de Montréal. Donc, sans plus tarder, on commencera avec Parc Canada et une présentation de Evan Oxland et Trevor Chiumi. Donc, Evan Oxland est conseiller en patrimoine bâti auprès de Parc Canada et travaille à Calgary, en Alberta. Sa formation comprend une maîtrise en histoire du paysage, une maîtrise en conservation architecturale, un DRMP Heritage, un cours sur le bois à Oslo, un cours sur la conservation de l'architecture moderne et un diplôme d'études supérieures en urbanisme et en planification régionale. Il a également une expérience dans les métiers traditionnels. Quant à Trevor Chiumi, il est ingénieur en environnement et actuellement gestionnaire par intérim de l'équipe des services de développement durable au sein de la direction des biens immobiliers et des actifs de Parc Canada. Son équipe agit à titre de responsable technique pour l'écologisation des opérations de Parc Canada. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran ici. Donne-moi juste une seconde. Tu le vois? C'est bon, c'est Parfait. 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 Bonjour. Donc, et merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons deux courtes présentations aujourd'hui. Malheureusement, notre collègue Ali Raza de l'Institut canadien de conservation ne pourra pas nous rejoindre aujourd'hui, mais mon collègue Evan partagera quelques exemples de leur travail sur la réduction des risques de catastrophes sur les sites du patrimoine bientôt. Mais avant d'entrer dans ces détails, j'aimerais vous donner un aperçu des principales politiques qui influencent sur le développement durable dans le gouvernement du Canada, juste pour vous donner un peu de contexte. Oups. Voilà. Alors, il existe quatre principaux instruments de politique qui favorisent les activités d'écologisation des opérations fédérales. Lorsque je parle d'écologisation des opérations, c'est-à-dire notre empreinte environnementale globale, incluant les émissions de gaz à effet de serre, le détournement des déchets, le carbone intrinsèque et la résilience au changement climatique, juste pour vous donner quelques exemples. La première politique, c'est la loi fédérale sur le développement durable. Ceci prescrit l'élaboration d'une stratégie fédérale de développement durable ainsi que des stratégies ministérielles. La deuxième politique est la stratégie fédérale de développement durable. Ceci comprend des engagements, des buts, des cibles qui favorisent l'avancement du développement durable au Canada. La troisième politique est la stratégie pour un gouvernement vert. Et ceci énonce des engagements précis pour les organisations fédérales comme Parc Canada, avec l'intention de démontrer du leadership dans ce domaine. Et la quatrième est la stratégie ministérielle de développement durable de Parc Canada. Ceci déclare les mesures précises, prioritaires pour mettre en œuvre les différentes cibles de la stratégie pour un gouvernement vert. Alors, la stratégie fédérale de développement durable est organisée conformément aux 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Parc Canada contribue à 9 de ces 17 objectifs directement. Et parmi ces 9 objectifs, l'objectif 12, c'est la consommation et production responsable, et l'objectif 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, sont directement liés aux écologisations des opérations. Objectif
Objectif 12 est principalement axé sur la réduction et le réacheminement des déchets, ainsi que les engagements pour appuyer une transition dans le secteur de transport au Canada. Objectif 13, mettre l'accent sur les mesures à prendre pour atténuer les effets de changement climatique et s'y adapter. En bref, la stratégie pour un gouvernement vert établit des engagements précis pour les organisations fédérales dans 4 domaines clés: biens immobiliers et milieu de travail, mobilité et parc de véhicules, activités et services résilients au changement climatique et approvisionnement écologique pour les biens et services. Pour les biens immobiliers, les cibles sont assez exhaustives pour toutes les nouvelles constructions et les projets de rénovation majeurs, avec l'objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de réduire au minimum le carbone intrinsèque dans la construction et intégrer les considérations de résilience au changement climatique dans le processus de conception. Oh, excuse-moi. Pour le parc de véhicules, les cibles sont principalement axés sur l'achat des véhicules à émission zéro, avec l'objectif d'électrifier le parc de véhicules du gouvernement du Canada. Afin de renforcer la résilience au changement climatique, la stratégie engage aussi les organisations pour mieux comprendre les risques aux actifs, services et opérations en effectuant et en intégrant des évaluations de risques à plusieurs niveaux, c'est-à-dire du niveau du portefeuille jusqu'au niveau du site ou du projet. Finalement, la stratégie engageait également le gouvernement du Canada à tirer parti de son pouvoir d'achat collectif. Donc, comme dans le gouvernement du Canada, on achète beaucoup de biens et services. Donc, il essaie de tirer parti de ce pouvoir pour écologiser les biens et services en collaboration avec les fournisseurs. La stratégie ministérielle de développement durable de Parc Canada suit le format des objectifs de développement durable des Nations Unies, les 17 objectifs. Et comme je l'ai mentionné précédemment, les objectifs 12 et 13 sont ceux qui sont sont les principaux objectifs liés à l'écologisation de nos opérations. En général, nous nous sommes alignés sur les engagements NSC dans la stratégie pour un gouvernement vert. Pour ceux dont nous discutons aujourd'hui, les engagements spécifiques de Parc Canada liés à la réduction des risques liés au changement climatique se trouvent dans l'objectif 13 de notre stratégie. Cependant, donc je vais concentrer vraiment sur cet aspect, mais si vous souhaitez en savoir plus sur notre stratégie ministérielle de développement durable, vous pouvez toujours le trouver facilement en ligne juste sur Google. Dans le cadre de nos engagements, à l'appui de l'objectif 13, Parc Canada prend 2 mesures clés pour appuyer les efforts visant à renforcer la résilience de nos opérations au changement climatique. La première est au niveau du portefeuille et se compose de l'élaboration d'une méthodologie pour une analyse de risque pour les biens immobiliers. La raison pour laquelle, c'est vraiment afin de garantir une approche cohérente pour ces analyses de risque. La deuxième est au niveau du site et s'appuie sur les travaux antérieurs visant à évaluer les risques posés par les changements climatiques dans nos lieux historiques nationaux. Et donc, c'est vraiment ces 2 mesures qu'on se prend pour atténuer les risques au changement climatique. Et j'espère que cela fournit un peu de contexte sur la politique et je vais maintenant céder la parole à mon collègue Evan. Evan, over to you. Thank you, Trevor. That was great. So first, I would just like to begin by introducing my co-presenter, Audrey Harvey. She's my manager and the chief architect of Built Heritage, who is helping us to translate today. And I'd like to also acknowledge the work of Ali Reza Faroki, the manager of Heritage Places Conservation at the Canadian Conservation Institute, who is unfortunately unable to make the presentation today.
So what we are presenting on is the subject of heritage disaster risk management, because this is a big part of what sustainability is ultimately trying to address. Avoiding or preventing disasters, as illustrated above. Disaster risks have always been present, but the causative hazards are acknowledged as being accelerated or amplified by climate change. Here we have examples of flooding at Fort Lennox National Historic Site. And the answer is no, the Vauban moat isn't supposed to be filled with water. We have an example of permafrost melt, which led to unconsolidated rockfall at Abbott's Pass Hut, ultimately leading to requiring to demolish this, the principle of the structure. And we also have the example of wildfire in the town of Jasper and the loss of a local landmark church designed by A. Calderon. These are all examples of hazards that have damaged or destroyed significant historic Canadian places. Alors, pour vous présenter la gestion... Oui, excuse-moi. Pour vous présenter la gestion des risques liés aux catastrophes associées au patrimoine, à défaut d'avoir Ali Redzia Farokhi, gestionnaire de la division de la conservation des lieux patrimoniaux à l'Institut canadien de conservation, qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui. C'est mon collègue Evan Oxland, conseiller en patrimoine bâti au sein de l'équipe nationale de patrimoine bâti des services techniques et spécialisés de Parcs Canada, qui assurera l'entièreté de la présentation en anglais et je me chargerai de faire la traduction en français. Alors, un des objectifs fondamentaux du développement durable, c'est précisément d'éviter et de prévenir les catastrophes. Ce sont des risques qui ont toujours existé, mais on reconnaît que les dangers qui en sont les causes sont tristement accélérés ou même amplifiés par les changements climatiques. On peut voir sur l'image de gauche la montée des eaux à Fort Lennox où l'île est anormalement ensevelie. L'image au centre démontre l'impact de la fonte du pergélisol en haute altitude pour le refuge du col Abbott, un bâtiment là, situé à la limite entre Banff et Yoho qui a dû tristement être démantelé. Et à droite, les incendies de forêt qui endommagent et même détruisent complètement d'importants sites historiques canadiens. On peut penser aux incendies récents à Jasper. Donc, la photo de droite montre malheureusement la destruction de l'église anglicane historique de Jasper qui a été construite en 1928. Prochaine diapositive. So we hope that you leave this presentation with at least this one core concept, and that's that disasters are not natural. It might be that a hazard of a specific disaster is natural, like we can think about floods, earthquakes, fire. But it could also be human-affected disasters or hazards as well. Conflict we're increasingly seeing on a global scale as reasons for disaster to cultural heritage. Could also be administrative or financial even. And there are reasons why in the history of development, why humans are exposed to specific kinds of natural hazards. For instance, on a global scale, it's very common to see cities with significant development in floodplains. And this is really because the day-to-day benefits of being next to water for sustenance or transportation was at one time considered to outweigh the inevitable negative outcomes of inundation. But people know our environments. We can understand them. And today, more than ever, we have a whole host and suites of technology and studies to understand what could potentially affect us, especially in capability-rich Canada. So we can either move ourselves or protect the things we value or accept loss. So disasters cannot be natural, but are in fact human-made. And to that end, and really thinking about Goal 11, which is surrounding this theme of sustainable cities and communities,
We ran climate change adaptation workshops from 2018 to 2023 with a number of different parks administrative field units across the country to collaboratively recommend solutions to increase resiliency. So we do encourage you to please feel free to search this out. It's publicly available on the Government of Canada website, and if you're interested in accessing them or reading them. Alors, nous espérons que vous repartirez de cette présentation aujourd'hui avec au moins ce concept fondamental. Les catastrophes ne sont pas naturelles. Donc, l'histoire du développement explique l'exposition des humains à des catastrophes naturelles spécifiques. Par exemple, il est fréquent de voir des villes fortement développées dans des plaines inondables, par exemple, car les bienfaits quotidiens de la proximité de l'eau pour la subsistance ou le transport étaient autrefois considérés comme supérieurs aux inévitables conséquences négatives de ces inondations. Or, en connaissant notre environnement, on peut le comprendre et on peut soit se déplacer, protéger nos biens précieux ou accepter malheureusement leur perte. Les catastrophes ne peuvent donc pas être naturelles, mais bel et bien causées par l'homme. Par rapport à ces constats et en lien avec l'objectif 11 de la stratégie ministérielle de développement durable, Parc Canada a organisé entre 2018 et 2023 des ateliers sur l'adaptation au changement climatique. Ce sont des discussions qui ont eu lieu dans tout le pays, réunissant des membres de l'équipe de Parc Canada, des partenaires autochtones et des collaborateurs pour réfléchir aux tendances et aux projections en matière de changement climatique, pour évaluer les vulnérabilités et les risques et définir des stratégies d'adaptation qui misent sur des solutions pour accroître notre résilience face à ces transformations. Et pour plus d'informations, on vous invite à consulter le site web du gouvernement du Canada. Parks Canada is further addressing concerns by running a pilot project of potentially greening the Stores building at Hartwell's Locks along the Rideau Canal National and World Heritage Site. All this to really address Goal 13 on climate action. So currently we're evaluating the feasibility, and analysis is underway in collaboration with the National Research Council to look at design methods of reducing carbon emissions in an adaptive reuse scenario without sacrificing heritage value or character-defining elements at this historic place. En lien avec l'objectif 13 de la stratégie ministérielle de développement durable, de prendre les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, Parc Canada s'engage à répondre aux préoccupations en menant actuellement un projet pilote avec l'unité de gestion des voies navigables en Ontario. C'est un projet qui vise à verdir, excusez-moi, le bâtiment du poste d'éclusage de Hartwells au lieu historique national du canal Rideau à Ottawa. Une analyse est présentement en cours en collaboration avec le Conseil national de recherche afin de concevoir des méthodes de réduction des émissions de carbone dans le cadre d'une réutilisation adaptative sans toutefois sacrifier la valeur patrimoniale ni les éléments caractéristiques de ce lieu historique. But how do we reduce the disaster risk at our heritage sites? And how do we respond if our heritage is damaged? On the left, we have an illustration of the emergency management continuum from Public Safety Canada. It provides an idealized guide to emergency planning for communities or sites for risk reduction, preparedness, response readiness, and post-event recovery. This is how we think about sites, imagining what would happen in a disaster scenario and walking through the requirements of each of these phases given a particular site context. And what are the components of a disaster to even begin to imagine what this disaster would be? As a diagram on the right shows, we require a hazard, which, as mentioned previously,
could either be human or naturally induced. When combined with vulnerabilities of a given human value, such as a community, object, or place, we begin to understand what this sort of relative disaster risk is. So a vulnerability could, for instance, be an archive filled with papers, and perhaps that archive has boxes and boxes of books on the ground in a basement, and the building is near a river. We would call that a vulnerability because of the nature of the materials that are valued and the negative outcome that would likely happen given a flood event. However, if that same archive were placed up high and built on top of a hill, and perhaps had a concrete foundation and fire systems in place that didn't require water, we would call that a capacity. So then we end up with this equation up above, which is disaster risk equaling hazard times vulnerabilities, divided or subtracting the capacities. This is very important to understand how we can help make a site more resilient in the face of potential hazards. And to briefly illustrate what these different phases of the disaster risk management life cycle are, we will describe this using an example of a Canadian National Historic Site. Mais comment réduire les risques de catastrophes sur nos sites patrimoniaux? Et comment réagir si notre patrimoine est endommagé? À gauche, nous avons une illustration du continuum de gestion des urgences de Sécurité publique Canada. Il fournit un guide idéalisé de planification d'urgence pour les collectivités ou les sites. Donc, on parle de réduction des risques, préparation, capacité d'intervention et rétablissement après un événement. C'est de cette façon que nous envisageons les sites, en imaginant ce qui se passerait en cas de catastrophe et en passant en revue les exigences de chacune de ces phases. Mais quelles sont les composantes d'une catastrophe et qu'est-ce qui la provoque? Comme le montre le schéma de droite, nous avons besoin d'un danger d'origine humaine ou naturelle, combiné à certaines vulnérabilités d'une valeur humaine donnée, comme une communauté, un objet ou un lieu. Comprendre le risque relatif de cette catastrophe est utile pour tenter de réduire nos vulnérabilités et de renforcer nos capacités. C'est ce que l'on appelle parfois le renforcement de la résilience. Pour illustrer brièvement ces différentes phases du cycle de vie de la planification de la gestion des risques de catastrophe, les prochaines diapositives porteront sur une étude de cas qui détaillera plus concrètement un lieu historique national canadien. So recently, Ali Reza and I, my colleague at CCI, took part in an ICROM course on the subject of disaster risk management for cultural heritage named PREVENT. The training covered risk assessment methodologies, emphasizing the hazards, vulnerabilities, and threats affecting heritage places. Preparedness and response strategies, including practical exercise on flood scenarios and emergency decision-making. A multi-day workshop format with lectures, case studies, and hands-on simulations. As part of the training, we used Turner Valley Gas Plant as our case study. For those who may not be familiar with Turner Valley Gas Plant, it is a National Historic Site, and it's where Alberta's oil and gas industry got its first start. The site has a unique collection of early industrial structures, and it sits right next to the Sheep River, making flooding a major risk. At the training, we looked at how disasters, particularly floods, affect a site like this, and we applied heritage disaster risk management planning to see how we could better protect and prepare for future events.
Alors, Ali Reza et Evan ont récemment participé à la formation Prévenir de l'ICROM, donc le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels. C'était un cours intensif sur la gestion des risques de catastrophes pour le patrimoine culturel. La formation couvrait, entre autres, les méthodologies d'évaluation de risques en mettant l'accent sur les dangers, les vulnérabilités et les menaces qui pèsent sur ces lieux patrimoniaux, les stratégies de préparation et d'intervention, incluant des exercices pratiques sur les scénarios d'inondation et la prise de décision en cas d'urgence, et un atelier de plusieurs jours avec des conférences, des études de cas et des simulations pratiques. Dans le cadre de la formation, ils ont utilisé le lieu historique national du Canada de la raffinerie de Turner Valley en Alberta comme étude de cas. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la raffinerie de Turner Valley, c'est là où l'industrie pétrolière et gazière de l'Alberta a vu le jour. Le site présente un ensemble unique d'anciennes structures industrielles et est situé juste à côté de la rivière Sheep. Les inondations constituaient donc un risque majeur pour cet ensemble de bâtiments. Lors de la formation, ils ont examiné l'impact des catastrophes, en particulier des inondations, sur un site comme celui-ci. Ils ont appliqué la planification de la gestion des risques de catastrophes pour le patrimoine afin de mieux nous protéger et nous préparer aux événements futurs. So here we're using the structure of that public safety's emergency management continuum. And we're looking at this case study of Turner Valley Gas Plant for the initial two phases, which is prevention and mitigation of a disaster and preparedness, being ready for when a disaster actually occurs. So because we understood the history of the site, we knew that Turner Valley Gas Plant had experienced two major floods in recent years. In 2005, severe flooding had damaged the lower terrace of the site and ultimately led to the construction of an erosion protection and containment wall to protect the site from the river, but also to protect the river from the contamination in the groundwater on site. Then in 2013, another more serious flood damaged that berm itself, although luckily the site itself wasn't compromised. As you can see on the graph on the right, originally site planning accounted for a 1 in 100-year flood event. However, following policy and changes by the government of Alberta, a new risk modeling really considers a 1 in 1,000-year flood scenario, which we are saying is more appropriate for a site of cultural significance, as well as a site with environmental contaminants. Of interest, there are new CSA standards out on the calculation of rainfall intensity. And part of that, it really sort of describes how historical climate data is really in many ways not useful enough for our future modeling because of climate change. So something to be aware of when you're looking at your sites. Some of this work already might be outdated. But looking at the graph, you can see how this changes the flood risk profile for the site with potential higher flood levels and with climate change causing what is known to be more frequent extreme events. It all means that we need more and better prevention and preparedness strategies. Alors, la raffinerie de Turner Valley a connu 2 inondations majeures ces dernières années, soit une en 2005 où de graves inondations ont endommagé la terrasse inférieure du site, ce qui a nécessité la construction d'un mur de protection et d'endiguement contre l'érosion pour protéger le site de la rivière et de la contamination des eaux souterraines. Puis une autre inondation en 2013, plus importante, qui a endommagé la berme, mais le site lui-même n'a pas été compromis. À l'origine, la planification du site prévoyait une crue centenaire.
Cependant, suite au changement de politique du gouvernement de l'Alberta, une nouvelle modélisation des risques considère désormais un scénario de crue millénaire plus approprié pour un site d'importance culturelle, ainsi que pour un site présentant des contaminants environnementaux. Le graphique illustre l'évolution du profil de risque d'inondation du site. Des niveaux d'inondation plus élevés, des événements extrêmes plus fréquents. Tout cela signifie que nous devons améliorer nos stratégies de prévention et de préparation. Comment faire? Eh bien, en renforçant la protection contre les inondations sans nuire à la valeur patrimoniale du site, en améliorant la préparation aux situations d'urgence, tant pour le site de la raffinerie de Turner Valley que pour la communauté environnante, et en réunissant des experts en patrimoine ainsi que des planificateurs d'urgence pour trouver des solutions. So having a better understanding established of what sort of prevention and mitigation measures should be taken for the site, um, and having worked through some of those preparedness strategies, we really realized that strengthening flood protection without harming the site's heritage value was, of course, a key consideration. But that emergency preparedness did need to be improved, not only for TVGP, but also for the surrounding community. We also realized that bringing heritage experts and emergency planners together to find solutions was critical. But of course, with even the best prevention measures, disasters still happen. So what does response and recovery look like for heritage sites? A great example is what happened at the Highwood Museum during these same 2013 floods. This town is on the same river. The museum was badly damaged and their collections were at risk. CCI stepped in to help with cleaning and salvage efforts and following best practices from ICROM's Cultural Heritage First Aid Framework. We learned from that experience that many heritage sites don't have disaster response plans in place. Many heritage professionals do not know how to respond during a disaster event. Recovery efforts need to prioritize cultural significance and not just physical repairs. And there's a real need for stronger coordination between heritage professionals and emergency responders. So at Turner Valley Gas Plant, this means thinking about how we would respond to another major flood and what recovery should look like in a way that respects the site's heritage values. For instance, accepting loss of some relatively low significance historic buildings at the lowest level terrace. Bien sûr, même avec les meilleures mesures de prévention, des catastrophes surviennent. Alors, à quoi ressemblent les interventions et le rétablissement pour les sites patrimoniaux? Un bon exemple est celui du musée Highwood, situé dans la ville de High River, en Alberta. Lors des inondations de 2013, le musée a été gravement endommagé et ses collections étaient menacées. Le personnel de l'Institut canadien de conservation est intervenu pour contribuer aux opérations de nettoyage et de sauvetage, conformément aux meilleures pratiques du cadre de premier secours pour le patrimoine culturel de l'ICROM. Cette expérience nous a permis d'apprendre que de nombreux sites patrimoniaux ne disposent pas de plan d'intervention en cas de catastrophe et que même les professionnels en patrimoine se sentent parfois démunis. Les efforts de rétablissement doivent privilégier l'importance culturelle et pas seulement les réparations physiques. Il est absolument nécessaire de renforcer la coordination entre les professionnels du patrimoine et les intervenants d'urgence. Pour la raffinerie de Turner Valley, ça implique de réfléchir à la manière dont nous réagirions à une nouvelle inondation majeure et à la manière dont le rétablissement devrait respecter les valeurs patrimoniales du site, comme par exemple accepter la perte de certains bâtiments historiques relativement peu importants sur la terrasse la plus basse. So
I'd like to take a step back and really look at the bigger picture and and try and think about where does heritage actually fit into Canada and Canada's disaster risk management policies. Well, one thing we can turn to is the Sendai framework for disaster risk reduction, which is still ongoing until about 2030. This framework, of which we are a signatory, means we have international obligations when it comes to disaster risk reduction. And that framework is sort of built around four key priorities. One is understanding disaster risk. This includes cultural heritage, strengthening disaster risk governance, so heritage needing to be a part of official emergency planning and policies and not treated as an afterthought, investing in disaster risk reduction for resilience. There's a gap in funding and resources for protecting heritage from disasters, and enhancing disaster preparedness for effective response and build back better in recovery. After disasters, heritage needs specialized recovery strategies, not just generic infrastructure rebuilding. So the Sendai framework does explicitly recognize cultural heritage as a critical asset that contributes to resilience, yet Canada's implementation hasn't fully integrated heritage into disaster risk strategies currently. Alors, prenons un peu de recul et examinons la situation dans son ensemble. Quelle est la place du patrimoine dans les politiques canadiennes de gestion de risques de catastrophes? Le Canada est signataire du cadre de Sendai, ce qui signifie que nous avons des obligations internationales en matière de réduction des risques de catastrophes, et ce jusqu'en 2030. Ce cadre s'articule autour de 4 grandes priorités clés, soit comprendre les risques de catastrophes, cela inclut le patrimoine culturel, renforcer la gouvernance des risques de catastrophes, les sites patrimoniaux doivent être intégrés au plan et politiques d'urgence officielles et non être considérés comme une considération secondaire. Ensuite, investir dans la réduction des risques de catastrophes pour la résilience. Il existe un déficit de financement et de ressources pour protéger le patrimoine des catastrophes. Puis améliorer la préparation aux catastrophes pour une intervention efficace et reconstruire en mieux lors du rétablissement. Après une catastrophe, le patrimoine nécessite des stratégies de rétablissement spécialisées et pas seulement une reconstruction générique des infrastructures. Le cadre de Sendai reconnaît explicitement le patrimoine culturel comme un atout essentiel qui contribue à la résilience, mais la mise en œuvre du Canada n'a pas pleinement intégré le patrimoine dans ses stratégies de gestion des risques de catastrophe. So if you look at some of Canada's key emergency management documents, like the National Risk Profile or the Emergency Management Framework, heritage barely gets mentioned. And if you control F heritage in these documents or culture, you might find it once here or there, buried in an executive summary. Likewise, resources like the standards and guidelines for the conservation of heritage places or the building resilience from the FPT group are also not adequately tied into disaster risk management practices and do not discuss subjects such as event response or post-disaster recovery. Meanwhile, internationally, organizations like ICOMOS and ICROM have comprehensive guidance on post-disaster recovery and risk preparedness for heritage sites. So clearly there's a gap here that needs to be addressed and brought to awareness in Canada. But at least in the meantime, we do have these international documents available. So we recommend you search them out and find them and talk to your other colleagues about them. But how? How do we bring this to awareness? I think we need to advocate for heritage-specific risk planning at all levels of government. Make sure that heritage professionals are part of emergency planning conversations and know they themselves how best to take part.
to invest in more training and capacity building for disaster risk management and heritage as well. Right now, we're reacting to disasters when they happen, but ideally, we would be a bit more proactive in protecting heritage before disaster strikes. So hopefully, those who are watching and listening today are interested in the subject, and I really strongly recommend you to consider pursuing some training or further work in this field. As I mentioned, you can download a lot of information from ICROM online. ICROM also provides lots of courses to international audiences. Currently, they've got a whole suite of course offerings for the next year, so I'd recommend you checking that out and applying sooner than later. There's also a group out of British Columbia called HERN, the Heritage Emergency Response Network. They're beginning to do course offerings across the country. I think they just did one in Nova Scotia and Truro, and they're doing them in Kelowna and Victoria, more BC focused. But that's a bit more into the objects, but there's always or often an interrelationship between objects conservation and more site conservation work. So yeah, hopefully you look into that in the future. Thank you. Alors, si vous examinez certains des principaux documents canadiens de gestion des urgences, comme le profil national des risques ou le cadre de sécurité civile, le patrimoine est à peine mentionné. Si vous utilisez CTRL-F pour patrimoine dans ces documents, vous pourriez le retrouver noyé dans un résumé. Des ressources comme les normes et lignes directrices pour la conservation et les lieux patrimoniaux ou le document Accroître la résilience, lignes directrices pratiques pour la réhabilitation durable de bâtiments, ne sont pas non plus suffisamment intégrés aux pratiques de gestion des risques de catastrophe et n'abordent pas de sujets comme l'intervention en cas d'événement ou le rétablissement après sinistre. Parallèlement, à l'échelle internationale, les organisations comme l'ICOMOS et l'ICROM disposent de directives complètes sur le rétablissement après sinistre et la préparation aux risques pour les sites patrimoniaux. Il existe donc clairement une lacune qui doit être comblée et portée à la connaissance du public au Canada. Mais comment faire mieux? D'abord, plaider en faveur d'une planification des risques spécifiques au patrimoine à tous les ordres de gouvernement. Ensuite, veiller à ce que les professionnels du patrimoine participent aux discussions sur la planification des urgences, puis investir dans davantage de formation et de renforcement des capacités en matière de gestion des risques de catastrophes pour le patrimoine. Actuellement, nous réagissons aux catastrophes lorsqu'elles surviennent, mais nous devrions plutôt agir proactivement et en amont pour protéger le patrimoine avant qu'une catastrophe ne survienne. Alors, on vous encourage à aller consulter des formations que l'ICROM donne et Evan mentionnait également de consulter le site web de HERN, un organisme situé en Colombie-Britannique. Donc, ça fait le tour de notre présentation aujourd'hui. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On invite maintenant celles et ceux qui auraient des questions à les poser. On a à peu près une vingtaine de minutes à accorder aux questions de cette première présentation. Il y a toute une réflexion très, très sérieuse là, de fait, et c'est très bien aussi de partager ces expériences-là. Moi, j'aurais une question, en fait. Quels sont les échanges? Vous avez parlé d'ICOMOS, mais avec les parcs américains, par exemple, ou avec d'autres organismes à l'international? Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Vraiment? Alors, moi, il y a un micro. Est-ce que vous avez entendu? La faculté de l'aménagement de 2007 à 2023. Ces recherches portent sur les liens qui unissent la conservation du patrimoine culturel aux objectifs du développement durable. Elles s'intéressent également à l'histoire de la construction de l'architecture au Québec dans le but de favoriser la réutilisation des bâtiments patrimoniaux. Elle œuvre au sein d'organismes en conservation du patrimoine, dont Héritage Montréal et l'Association for Critical Heritage Studies. C'est la parole.
Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci au CELA, à l'Institut du patrimoine de l'UQAM et de l'Université Laval pour cette invitation à vous parler d'une petite recherche que j'ai effectuée et déposée. Le rapport a été déposé il y a à peu près sur l'impact des changements climatiques sur le patrimoine bâti québécois. La présentation des collègues de Parc Canada vous allez voir que certains aspects de son contenu recoupent ce que je vais dire également. Par contre, je parlerai plus spécifiquement du cas du Québec, compte tenu que cette recherche a été réalisée à l'invitation du ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui est, en termes de patrimoine bâti, le grand responsable en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, et en collaboration avec Ouranos, le centre de recherche en adaptation climatique qui se focalise principalement sur la situation québécoise. Je dis que c'est une recherche exploratoire parce que, en effet, il s'agissait pour le ministère de la Culture et des Communications d'avoir un portrait de la situation, des enjeux, un portrait, puisque compte tenu du fait que la question du changement climatique et leur impact sur le patrimoine bâti n'était pas, il y a environ 18 mois et encore aujourd'hui, un sujet beaucoup discuté dans le milieu du patrimoine. Et de ce fait, le ministère cherchait à comprendre davantage ce qui existe sur le terrain, à mieux comprendre les aléas climatiques qui ont un impact sur le patrimoine bâti et essayer de voir quelles seraient les mesures d'adaptation de ce bâti, justement, pour en accroître la présence et la résilience. Je vous ai montré, excusez-moi, j'ai sauté un peu rapidement la page frontispice de rapport qui a été déposée donc à la fin du printemps, il y a environ un an, 2024, et qui est disponible pour télécharger sur le site web d'Ouranos et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Alors, patrimoine culturel, je pense que c'est important de revenir à des fondements, à certains fondements, à tout le moins. C'est pas facile de définir ce qu'est le patrimoine culturel. Dans la loi sur le patrimoine culturel, qui, je le répète, est la principale loi québécoise qui porte sur le patrimoine, mais entre parenthèses, je m'empresse d'ajouter que ce n'est pas la seule. Le patrimoine culturel a aussi une présence dans la loi sur le développement durable du Québec, mais aussi la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, quand on se réfère à la loi sur le patrimoine culturel, je risque de l'appeler LPC dans le reste de ma présentation, comme le veut notre jargon, hein, toujours les acronymes. Donc, dans la LPC, on parle de reflet de l'identité d'une collectivité quand on parle de patrimoine culturel. Et vous avez, par l'énumération que vous pouvez lire sur la diapositive, une pléthore finalement de manifestations tangibles qui supportent cette identité avec des envergures différentes, allant des événements aux personnages, aux lieux, aux sites et bien sûr du patrimoine immatériel. La recherche que nous avons réalisée se concentrait uniquement sur le patrimoine bâti, laissant de côté d'autres de ces formes que vous pouvez énumérer sur la diapositive. Donc, quelques exemples de lieux qui ont une reconnaissance officielle en vertu de la loi. Vous avez le phare de l'île verte, qui montre bien justement le vernaculaire et aussi l'idée d'un site. Habitat 67 est là pour vous rappeler que le legs de la modernité est aussi une forme de patrimoine qui peut être reconnu. Et notre patrimoine religieux québécois, bien entendu, qui fait couler beaucoup d'encre, surtout avec les annonces de coupures budgétaires d'il y a quelques jours. En 2012, une réforme importante de la loi sur le patrimoine culturel a introduit des nouvelles formes. Et pour faire le lien avec l'énumération de la diapositive précédente, on introduit donc la notion de paysages culturels patrimoniaux. Hein. Vous savez, les paysages culturels qui font ce lien entre la nature et la culture, la géographie et les habitudes des personnes qui peuplent ce territoire, ainsi que le patrimoine immatériel, en l'occurrence, histoire de faire un peu clin d'œil au printemps, le temps des sucres, qui est un élément du patrimoine immatériel, qui a été désigné en 2020.
Mais c'est bien beau, la loi et les statuts que permet la LPC, mais je pense qu'il faut reconnaître d'ores et déjà que tout ce qui est d'intérêt patrimonial n'est pas nécessairement reconnu en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Il y a de grands pans de la culture qui échappent à la loi sur le patrimoine culturel parce qu'on ne peut pas tout classer ou tout citer, bien entendu. Ce n'est pas nécessairement souhaitable, mais ça ne veut pas dire que ce qui ne l'est pas n'est pas d'intérêt patrimonial potentiel. Aujourd'hui, vous savez, je pense bien qu'on porte un grand attention sur la valeur pour déterminer le patrimoine, c'est-à-dire l'attachement, le sentiment d'appropriation et d'appartenance que des traditions comme celles des peuples autochtones euh, ou encore des ensembles de bâtiments qui ne sont pas des monuments historiques. C'est l'attachement pour ces lieux-là où ces méthodes et façons de faire peuvent être déterminants pour identifier ce qu'est un patrimoine. Donc, je trouve que les rues commerciales et les pratiques, on parlait tout à l'heure des peuples autochtones, ces deux exemples-là ne font que lever le voile sur d'autres aspects du patrimoine qui ne sont pas nécessairement protégés et mis en valeur en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Je ne suis pas là en train de vous dire que tout est patrimonial, mais je pense qu'il faut d'ailleurs se poser la question avant une intervention, et c'est ce que nos collègues de Parc Canada parlaient de comprendre les lieux avant d'intervenir, qui est une des étapes déterminantes, d'ailleurs, dont fait la promotion les lois, les normes et les lignes directrices pour la conservation des lieux historiques du Canada. Mais pour en revenir au patrimoine bâti, parce que sinon je pourrais m'étendre très longtemps, on parle de matériaux, on parle d'assemblage, on parle de matériaux comme le bois, comme la maçonnerie de pierre, de briques. On parle de matériaux plus contemporains aussi, du 20e siècle, le béton dans les fondations, dans la structure en elle-même. Vous avez des matériaux comme ceux des toitures en fer blanc, parfois en ardoise, des cheminées, des composantes donc de maçonnerie qui font les assises de la maison avec les fondations. Donc, une pléthore d'assemblages et de matériaux qu'il importe de comprendre et qui sont caractéristiques de certaines périodes de construction, lesquelles évoluent bien entendu avec le temps. Ce n'était qu'un simple aperçu par ces caractéristiques. Voici les phénomènes climatiques que nous avons étudiés. Nous les avons identifiés avec l'aide des spécialistes en climat chez Ouranos. On pourrait en ajouter un 11e depuis la parution du rapport, qui serait le verglas. Vous les reconnaissez, ces aléas climatiques. Vous avez, par exemple, dans la colonne de gauche, ce que j'appellerais des aléas climatiques coup de poing, c'est-à-dire que ce sont ceux qui se manifestent de façon immédiate et souvent sans retour sur les bâtiments de façon générale et les bâtiments patrimoniaux également, parce qu'ils ne discriminent pas, hein, finalement, ces aléas. Alors que la colonne de droite, vous voyez par précipitation extrême, gel-dégel, hausse des températures et les deux autres, des phénomènes finalement qui font mal au bâti, mais de manière plus incrémentale. Donc, quelques exemples d'impact des phénomènes, des changements climatiques sur les bâtiments patrimoniaux, les feux de forêt, bien sûr. Si vous avez lu le journal La Presse ce matin, on faisait encore état des milieux de vie, surtout pour des peuples autochtones, mais pas exclusivement, qui ont été complètement décimés par les feux de 2023. C'est non seulement des bâtiments, mais c'est des milieux. Donc, compte tenu de la très grande proximité entre nature et culture dans le patrimoine autochtone, ce sont des impacts très dévastateurs au niveau patrimonial, au niveau culturel. Les bâtiments patrimoniaux, comme l'exemple de l'église de Saint-Pie que vous avez sous les yeux, les bâtiments qui ont des composantes architecturales au-delà de la ligne faîtière sont souvent menacés par les tempêtes de vent parce que ces éléments au-dessus de la ligne du toit sont vulnérables, justement. La maçonnerie de la pulperie de Chicoutimi, qui est victime des cycles répétés de gel et de dégel. Donc, le mortier, qui est souvent plus dur que la pierre, résiste alors que les fissures d'eau
font éclater la maçonnerie et qui, sans entretien, malheureusement, ressemblent à ce que vous avez. On voit pas toutes mes légendes. Voilà, c'est fait. Inondation de la menuiserie série Clich à Valley Junction dans la région de la Beauce. En voici un bon exemple de patrimoine qui n'est pas reconnu en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Une industrie qui a mené pendant plus d'un siècle et demi l'économie du secteur et qui, à cause des inondations répétées, l'entreprise familiale abandonne, jette la serviette et décide de fermer. L'effet des fourmis charpentières sur le bois, ben ça, c'est la hausse des températures qui fait en sorte que les bestioles vivent plus longtemps. Et moindrement qu'il y a de l'humidité, puisque nous avons des pluies torrentielles, eh bien, l'effet est assez dévastateur. Une autre diapositive, c'est pas très réjouissant, hein, j'en conviens. Des vents violents qui font tomber des arbres sur les maisons. Hein? Donc, c'est la réalité, pas seulement pour les bâtiments patrimoniaux. Des refoulements d'égouts, ça, je pense que les Montréalais et les Montréalaises de la salle savent de quoi je parle. Ça, bien sûr, occasionne la pénétration de l'eau dans les sous-sols et parfois, ça met à mal l'entièreté des fondations. Et l'utilisation des sels de déglaçage sur des revêtements de maçonnerie, surtout des maçonneries de pierre, comme des pierres plus friables, comme le grès, par exemple, sont un bel exemple aussi des impacts des changements climatiques sur le bâtiment patrimonial. Ce n'est pas un impact direct, hein, c'est un impact indirect. Et c'est bien sûr le fait que l'on doive utiliser davantage de sel de déglaçage parce qu'on a du verglas, parce qu'on a de la glace à cause des hausses de température que le bâtiment, après un certain temps, malheureusement, est abîmé. Donc, il faut voir les effets, parfois à retardement, mais ils sont bel et bien réels. Des mesures d'adaptation, ça faisait partie de notre mandat de regarder un peu comment, sur le terrain, des personnes se sont adaptées. Malheureusement, dans le cadre de cette étude, je tiens à le dire, on n'a pas eu l'occasion d'aller sur le terrain. Je vous reparle de ça en conclusion. Nous avons donc fait une recherche à partir de notre table à l'université. Dans un temps très court, c'était la raison pour laquelle on ne pouvait pas aller sur place. On a quand même compris que, par exemple, la Villa Frédéric James sur le cap Cannon en Gaspésie menaçait carrément de s'effondrer dans le fleuve, dans la mer, si elle n'était pas déplacée. Et en effet, elle a été déplacée. À l'époque, le gouvernement du Québec souhaitait en faire un espace bleu. Vous êtes en muséologie, donc vous savez de quoi je parle. Et comme de fait, ce fut une transformation qui a eu lieu dans les années 2022-2023. Donc, des déplacements. On fait des recharges de plage. On crée du remblai pour essayer d'éviter l'effet des vagues. Autrefois, les vagues étaient sous couvert de glace, comme aux îles de la Madeleine. Maintenant, avec la hausse des températures, les glaces fondent. Il y a une hausse du niveau de la mer et la mer est laissée à elle de devenir choir sur les rives et bien sûr d'attaquer des bâtiments qui se trouvent à proximité. En l'occurrence, le site patrimonial de la Grave est formé de petits bâtiments de bois très simples, une architecture vernaculaire reconnue en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, mais néanmoins menacée à toutes les saisons. Donc, la recharge permet d'agrandir la distance entre la mer et les bâtiments. Il en demeure pas moins, et ce fut le cas en 2022, que des propriétaires de bâtiments ont décidé de prendre en main leur propriété et de faire des transformations pour prévenir davantage de dégâts lorsqu'il y aurait une prochaine fois, et il y en aura des prochaines fois, on le sait très bien. Donc, l'idée de hausser sur pilotis des bâtiments qui autrefois reposaient sur le sol. L'idée de construire des trappes pour permettre l'évacuation de l'eau. Et l'idée de diviser, c'est ce que vous voyez sur l'image à droite, le mur, de manière à ce que quand l'eau monte, on n'a pas besoin de tout défaire le mur, mais seulement la partie qui est affectée par l'eau. Alors, des petits moyens qui s'adaptent bien entendu aux réalités du construit, aux réalités géographiques, aux aléas climatiques qui frappent ces endroits.
Donc, des mesures d'adaptation qui tiennent compte justement de ces particularités constructives du patrimoine bâti, ben, il n'y en a pas au Québec pour l'instant. Premier constat qui nous a frappé très rapidement dans le cadre de notre recherche, c'est que nous n'avons pas de guide qui permet de comprendre l'architecture et d'expliquer comment l'adapter devant les inondations, mais aussi devant d'autres aléas climatiques. Or, il y en existe de ces guides-là. L'Écosse en a produit, les États-Unis en ont produit, même l'UNESCO a publié une documentation pour permettre de réduire les risques aux incendies. Donc, ça viendra vraisemblablement dans le futur. Et dans ces guides, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit des mesures d'adaptation qui, justement, sont, comme on dit en anglais, site-specific, très particulières à l'endroit, mais qui démontrent bien que c'est possible d'adapter les bâtiments patrimoniaux tout en maintenant la valeur patrimoniale de l'endroit. C'est sûr qu'il y a des mesures d'adaptation qui sont assez onéreuses. Je pense que tout le monde a l'argent pour soulever un bâtiment le soulever pour permettre l'eau à un niveau plus bas. C'est quand même une opération qui est fastidieuse et très coûteuse. Mais on a constaté que dans les guides, il y a aussi des petites mesures beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à être implantées, accessibles donc finalement, afin de réduire la présence d'eau. Parce que vous savez, à exception faite des feux de forêt, qui est l'aléa climatique qui rase tout, le besoin d'eau, l'ennemi numéro 1 du bâtiment, c'est l'eau. On a trouvé aussi cette ressource-là que je vous invite à parcourir parce qu'elle parle de l'inspection et de l'entretien. Hein, ce mot dont on entend peu parler de façon générale dans l'écosystème de la construction. Et dans le patrimoine, c'est extrêmement stratégique de faire de l'entretien régulièrement. ICROM, justement, on en parlait tout à l'heure, parle de conservation préventive en parlant d'entretien. Donc, c'est d'agir avant que la détérioration ne soit trop grande. C'est d'agir pour ralentir justement le processus de détérioration. Une détérioration que les aléas climatiques ne cessent d'amplifier au fur et à mesure que se déroulent les aléas. Comment entretenir? Ben, peut-être que c'est pas sorcier si vous en avez l'expérience. Pour certains, comment déterminer ce qui a besoin d'entretien est un grand défi. Donc, cette ressource que nous avons trouvée excellente permet d'orienter le regard pour déterminer des problèmes et comment les résoudre de façon relativement peu onéreuse, surtout si les problèmes sont pris à temps. Donc, l'entretien est une mesure d'adaptation, de façon générale. Au Québec, nous avons des guides qui proposent des mesures d'adaptation du bâti, quelques-uns que nous avons trouvés. Je signale plus particulièrement Cohabiter avec l'eau, un très récent document publié par Architecture sans frontières Québec, qui fait l'état des connaissances, lui, en 2021. Nous, on a fait l'état des connaissances pour le patrimoine 2 ans plus tard. Et Architecture sans frontières Québec va lancer une deuxième phase de son travail où le patrimoine sera aussi abordé. Cohabiter avec l'eau ainsi que les 2 autres guides que vous voyez sur cette diapositive, qui ne sont que des exemples, n'abordent pas nécessairement les bâtiments patrimoniaux, ne regardent pas les assemblages et les matériaux qui sont spécifiques à ce qu'on pourrait parler désigné comme étant un bâtiment patrimonial. J'y faisais référence il y a quelques minutes. Je pense que ça s'en vient. Je pense que nous avons au Québec beaucoup d'expertise consignée chez les artisans qui joueront, à mon avis, un rôle extrêmement important en raison de leurs connaissances. On parlait de savoir-faire traditionnel tout à l'heure. Je pense que les artisans qui traitent du bois ou de la pierre ou que ce soit des pilleurs de métal sont dépositaires d'une grande partie de cette connaissance qu'il faudra mettre à profit, à mon avis, pour créer des guides qui permettront de proposer des mesures à des propriétaires, possiblement des maisons dans un premier temps, mais aussi d'autres types de bâtiments
pour qu'ils aient des ressources finalement pour pas abandonner et baisser les bras. Je mets aussi les pages frontispices d'ouvrages qui ont déjà été publiés, qui sont encore des références pour le milieu de la conservation du patrimoine, parce qu'ils parlent de la construction au Québec, selon différentes composantes architecturales ou pour les assemblages dans le cas du livre à droite complètement de Jules Auger. Donc, des références que j'ai bien l'impression qu'on va ressortir et témoigner de leur pertinence dans la confection de ces guides ou de ces chapitres qui porteront sur des mesures d'adaptation spécifiques au patrimoine québécois. Notre recherche nous a permis, je suis correcte dans le temps, Julien, ça va? Parfait. Okay. Notre recherche nous a aussi permis de formuler à l'attention du ministère de la Culture quelques constats qu'on ne pouvait contourner, dans lesquels on ne pouvait fermer les yeux, à savoir que ce n'est pas une question que de bâtiments qui est menacé par les changements climatiques. Il y a d'autres formes de patrimoine. En l'occurrence, ma diapositive montre ici le patrimoine urbain. Les noyaux, c'est les villageois, ces cœurs de village, même des quartiers qui sont mis à mal par la question des changements climatiques. J'ai pris l'exemple des inondations. À Sainte-Marie, par exemple, on est en train carrément de réfléchir à déménager le centre-ville, qui autrefois était le long de la rivière et qui, à cause des inondations répétées, les citoyens, l'administration municipale, est un peu prise au dépourvu et a décidé de rentrer à l'intérieur des terres. C'est pas sans conséquence. Tous nos paysages au Québec sont façonnés par la présence étroite entre l'eau et le bâti. Notre rapport à l'eau est extrêmement important. Les voies d'eau, que ce soit le fleuve ou les rivières, étaient nos voies de circulation. Et tout ça, ben, ça disparaît ou ça risque de disparaître. C'est des choix extrêmement difficiles et déchirants. L'image en bas à droite, c'est Sainte-Marie, où vous voyez l'église qui, elle aussi, est constamment inondée, pas année après année, mais disons qu'il y a eu beaucoup d'années depuis les 5 dernières où la présence de l'eau a été importante. Même chose pour Gatineau. On a déjà à Gatineau, la pointe Gatineau, un quartier où il y a des dents creuses parce que les maisons n'ont tout simplement pas été reconstruites. Elles ont été démolies. Les propriétaires nous laissent en aller. Et je ne blâme pas les propriétaires, je dis juste qu'il faut faire attention de voir le patrimoine bâti non pas comme un bâtiment à la pièce et en série, mais bien dans l'ensemble aussi. Pensez aux rues commerciales de tout à l'heure. L'envergure de la menace pour le patrimoine bâti n'est pas encore mesurée pour l'instant. On a des cartes de zones inondables. On travaille au Québec avec une série de cartes qui datent de 2021, produites par le ministère de l'Environnement. Entre-temps, on sait que le ministère de la Culture et des Communications du Québec a obligé les municipalités régionales de comté, les municipalités à créer un inventaire du patrimoine. Ces inventaires-là doivent être terminés pour 2026. On pressent qu'il y aura un exercice de fusion des données de manière à essayer de cartographier où sont les endroits où il risque d'avoir davantage de pertes de bâtiments patrimoniaux dans le cas spécifique des inondations. Ces croisements de données, ça suggère que des ministères commencent à se parler, en l'occurrence le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Habitation et bien sûr le ministère de la Culture et des Communications. Bon, je pense que aujourd'hui, je suis optimiste par rapport à ça. Je ne le suis pas toujours, mais on comprend que ça demande des changements de culture par rapport à la gestion des obligations, des responsabilités de chacun des ministères. Notre rapport nous a fait voir qu'il y a une absence de mécanisme d'arbitrage. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas? À qui on permet de démolir, à qui on dit non, vous devez rester. Peut-être que vous avez entendu parler du gîte au clocheton à Baie-Saint-Paul, qui est un bâtiment, comme il montre l'image de droite, qui a été détruit. La propriétaire n'en pouvait tout simplement plus d'être inondée. La question des assurances est extrêmement difficile. On n'assure plus les bâtiments. Les compagnies d'assurance
ne veulent plus assurer des bâtiments comme ça. Le ministère de la Sécurité publique a des programmes pour indemniser les victimes d'inondations, mais ce sont des programmes qui ont des montants limités et qui ne tiennent pas compte des particularités constructives des bâtiments patrimoniaux et de leur caractère unique. Alors, il y a eu une demande de permis de la part de la propriétaire du gîte, un bâtiment qui figurait d'ailleurs à l'inventaire des bâtiments patrimoniaux de la municipalité de Baie-Saint-Paul, et le permis lui a été accordé, le bâtiment a été détruit. Ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de manifestations et de protestations à l'intérieur de la municipalité, mais je pense qu'il faut aussi faire preuve d'empathie et encore une fois, il n'y a pas de recette, ce sont des choix déchirants, mais ce sont des choix qui sont maintenant présents et qui vont l'être davantage, bien sûr, avec les années. En Grande-Bretagne, on parle beaucoup de cette approche par rapport au patrimoine culturel. Je ne sais pas comment traduire adaptive release. C'est un peu comme laisser aller, lâcher prise, faire face à la perte. Et ça aussi, les collègues de Parcs Canada en faisaient part tout à l'heure, à juste titre. On ne pourra pas tout garder, on ne pourra pas tout déplacer, on ne pourra pas tout adapter. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant un peu l'incontournable? C'est pas une question d'être fataliste, cette approche, c'est plutôt une question d'accompagner, d'utiliser les forces vives à l'intérieur d'une communauté pour accepter le processus par le dialogue, accepter que le bâtiment ne sera plus là pour nos enfants, parce que la question de patrimoine est toujours la question du legs et de la transmission, mais qu'il est possible d'avoir des souvenirs autour de ce lieu-là pendant qu'il est encore présent. Pour certaines communautés, c'est faire du monitorage par exemple, l'érosion qui vient gruger la terre. Pour d'autres, c'est une question de faire un processus de photographie, de repérage pour s'assurer que le bâtiment puisse survivre à la perte par la mémoire et d'autres outils, aussi des maquettes virtuelles. Donc, c'est un processus qui est très différent d'un endroit à l'autre en fonction du type de patrimoine, en fonction de l'aléa climatique et en fonction, bien entendu, de l'intérêt de la communauté, cette valeur sociale de tout à l'heure pour le lieu. Dans le cas du gîte au Clocheton, la propriétaire a ouvert les portes et a dit à ses concitoyens, venez chercher ce que vous avez besoin en matériaux. Donc, des moulures, des portes, des balustrades, tout a été emprunté ou déplacé pour qui le souhaitait. Et ça, je pense que ça permet aussi à la communauté d'éviter d'avoir un sentiment de perte totale et de gaspillage. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est un processus qui se rapproche un peu au adaptive release que l'on voit de plus en plus présent dans les conversations. Et en dernier lieu, ben, je pense que devant l'impuissance qu'on peut ressentir, n'est-ce pas, parce que c'est pas très joyeux et à plein vie ce dont on parle aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de penser que chaque bâtiment conservé, même si c'est à grands coûts, même si c'est avec beaucoup d'efforts, est un pas, si minime puisse-t-il paraître, vers l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Dans le domaine de la conservation du patrimoine, on dit depuis il y a plus de 15 ans maintenant que le bâtiment le plus vert est celui qui est déjà construit, en sachant ce que supporte l'industrie de la construction en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en sachant tous les rebuts qui vont dans les sites d'enfouissement qui génèrent du méthane, qui est un gaz à effet de serre encore plus dommageable que le carbone. Quand on garde un bâtiment, de façon générale, on est un contributeur à la diminution des gaz à effet de serre. Donc, la conservation du patrimoine est une cause qui est éminemment écologique, si on peut le prendre dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'on garde à tout prix, mais il y a quand même cette préoccupation qui devrait ralentir notre premier réflexe de démolir en raison des aléas climatiques auxquels on fait face. Alors, c'est ce qui fait dire à l'Institut climatique, c'est la seule référence de l'Institut climatique que j'ai vue sur le patrimoine où on dit que les bâtiments existants doivent être
une partie de la solution. Ce n'est pas l'entièreté de la solution, il n'y en a pas une solution unique de toute façon. Il n'y a pas de recette, il y a des actions et certainement que les gens du domaine de la conservation du patrimoine se font les apôtres de cette contribution que peut faire la conservation du patrimoine bâti, non seulement pour ses valeurs culturelles, mais aussi pour ses valeurs environnementales. Donc, qu'est-ce qui s'en vient au terme d'un an passé? Je faisais allusion à ça tout à l'heure. Architecture sans frontières va, avec l'aide du ministère de la Culture, jeter un regard plus particulier sur des mesures d'adaptation spécifiques au patrimoine bâti québécois, de façon à outiller davantage les concitoyens pour conserver leurs bâtiments. Ça s'en vient. Et je pense que le message que je livre, et j'utilise toutes les tribunes pour le faire, donc c'est toujours très agréable et ça me fait plaisir d'être ici. Cette tribune, donc, pour parler de ce sujet-là, n'est pas pour démoraliser, mais pour encourager encore davantage l'action en patrimoine, qui reste malgré tout, comme l'environnement d'ailleurs, une cause. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On ouvre les questions et discussions. J'avais une question. Quand vous parliez de Adaptive Release, c'est